on a le conflit en Ukraine avec les Russes d'un côté, les Ukrainiens de l'autre, et ça y va de bijoux technologiques faits pour tuer l'adversaire, ça y va de drones, ça y va d'intelligence artificielle, ça y va de trucs digitaux, mais en fait on sait pas nous. Nous on est sur notre live, là, peinardos à l'abri à la maison, mais on sait pas vraiment ce qui se passe, ce qu'il y a de concret sur le front. Ah, Yann il sait, voilà, Yann il a découvert l'émission il y a quelques temps, et il vient quand il peut sur le live et dans les commentaires. Je ne savais pas si on pouvait profiter aujourd'hui de Yann parce que Yann il est sur le front. Alors on choisit pas ce qu'on fait sur le front. Il peut se passer des tas de dingueries, on peut être appelé machin truc. On va pas rentrer dans des trucs un petit peu comme ça, mais on n'était pas sûr. Voilà, que Yann puisse être là. Il est là. Yann dans les commentaires. Alors ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va s'organiser un petit vocal improvisé en espérant que ça fonctionne. Donc Yann est sur le front, donc les connexions c'est aléatoire. Il peut être appelé à tout moment, ça peut péter à tout moment. Bah écoutez, l'important c'est qu'on puisse tenter de converser là-dessus. On va aller sur Discord. Yann, si tu veux bien, j'ai quelques questions moi qui me trottent dans la tête que j'ai envie de poser à Yann. Bien sûr, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. On va parler de web, de digital et tech. On va pas parler du conflit russo-ukrainien. Yann, il y a plein de trucs qu'il pourra pas nous dire, parce que ça reste le front d'une guerre moderne, donc voilà. Mais on va essayer de lui poser des questions, on va essayer de savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a vraiment des drones sur le front ? Je sais pas, et à qui qu'on demande ? Quelqu'un qui y est. Voilà, est-ce que ça va fonctionner avec Yann ? Est-ce que tu m'entends Yann ? Tu es là ? Affirmatif, est-ce que tu me reçois ? Oh, c'est parfait, moi je t'entends très bien. Est-ce que toi tu m'entends sur le Discord ? 4 sur 5. 4 sur 5. on sent qu'on est dans un domaine militaire. Est-ce que les amis, dans le live, vous entendez Yann également quand il me cause ? Ça fonctionne sur TikTok, me dit Cyril, merci beaucoup pour vos retours. Oui, on l'entend, c'est bien, écoute, ça marche du premier coup. Yann, c'est parfait. Je me permets un petit disclaimer à tout le monde. Yann, il y a des choses qu'il pourra nous dire, il y a des choses qu'il pourra pas nous dire. Il est grand, il nous dira à un moment, non, ça j'en parle pas. Il n'y a pas de problème, on parle de ce qu'on veut. Vous posez des questions. Je vous rappelle que Yann est sur le front ukrainien. On va essayer de lui poser plein de petites questions. La connexion est peut-être aléatoire aussi. 4 sur 5, il nous a dit Yann. C'est du Starlink, si je ne me trompe pas, Yann. Donc ça peut péter à tout moment. Bon, on en profite et puis on voit où ça nous mène. Ouais, tout à fait. Ok. Alors Yann, super, je suis très très content que tu sois dans l'émission et qu'on puisse te poser des questions. Tu réponds bien sûr à ce que tu veux, c'est pas un interrogatoire non plus. Est-ce que juste tu peux nous dire un petit peu ce que tu peux nous dire déjà sur toi, sur qui tu es et pourquoi tu te retrouves là-bas ? Alors oui, d'abord merci à toi de m'offrir cette opportunité d'échanger sur la tech dans les conflits modernes. Ouais. Alors j'ai passé la cinquantaine, j'ai un passé militaire relativement long. J'ai été également dans des unités de police un petit peu spécifiques et voilà, j'ai tout plaqué il y a quelques mois. Pour venir prêter main forte en Ukraine et où je me disais que mes compétences allaient peut-être servir. Ok, donc ancien militaire, et alors à chaque fois je vais chercher mes mots parce que je me dis si je lui pose une question et il va pas me répondre, écoute, je les pose et tu réponds à ce que tu veux. T'es pas du coup dans une armée régulière, t'es là-bas parce que toi t'as souhaité aller là-bas à titre personnel et t'as rejoint des forces militaires qui étaient sur place, c'est ça ? Alors oui et non. Non, je ne suis pas dans l'armée française, donc moi je suis libéré de toute obligation vis-à-vis des autorités françaises. En revanche, je suis bien un membre de l'armée ukrainienne en tant qu'étranger, soldat étranger qui vient prêter main forte à l'armée ukrainienne, et il y a une légion internationale pour ça, et puis d'autres choses qui le permettent. Ok, super, merci pour les infos. Est-ce que tu peux nous dire, bien sûr, je vais encore te demander un truc auquel tu peux pas répondre, j'allais dire où tu te trouves, tu vas pas nous dire précisément, mais plutôt dans quelles conditions tu te trouves. Est-ce que t'es sur le front, est-ce que t'es quelque part où il se passe des trucs, où il se passe, je sais pas, est-ce que tu peux nous dire un peu la situation, ou ce que tu peux nous en dire en tout cas ? Alors, je suis dans le Donbass, je peux pas être plus précis. Il y a plusieurs oblasts, c'est-à-dire en gros plusieurs préfectures, on va dire, qui sont dans le Donbass, 2 principales. Je suis dans l'une des 2.
et je suis à portée de canon des lignes adverses. D'accord. En ce moment même. En ce Et moment quand même. je vais en ce qu'on appelle en position, c'est-à-dire vraiment là où ça fight, ça se réduit à moins d'1 kilomètre. D'accord, ça veut dire que tu peux être à 1 kilomètre du réel théâtre de bataille dans certaines opérations. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça, à portée d'échanger des amabilités avec l'adversaire. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça marche. Alors, on est, nous, peinards en live. Là, il y a des gens d'un peu partout. Sur Renaud Décode, tous les jours, je découvre qu'il y a des gens qui sont à l'autre bout de la planète et c'est super. Comment il est possible que tu puisses te connecter là, en ce moment? On est sur le Discord, tu es connecté à un Discord, alors que tu es très proche d'un théâtre militaire. Avec quoi tu te connectes? On a le droit au portable sur le front, on a d'autres moyens de communication. J'imagine que ce n'est pas les moyens de communication militaires que tu utilises pour nous. Enfin, je ne sais pas, comment ça se passe sur la connexion? Alors, pour faire simple, là, j'utilise tout simplement mon téléphone connecté à un Wi-Fi. Le Wi-Fi étant fourni par un poste Starlink, Ok, c'est-à-dire en gros poste satellitaire, quoi. ok. Donc il y a un Starlink qui produit un réseau Wi-Fi hyper local et vous pouvez, quand vous êtes un peu peinard, voilà, c'est un C'est mot un ça. peu bizarre, vous connecter à ce Wi-Fi. Ok, super. Sachant Euh, que, sachant que évidemment, en parallèle, il y a d'autres réseaux de communication qui, eux, sont purement militaires, qui sont indépendants de Starlink, qui sont indépendants Bien sûr. des fournisseurs d'accès, et qui sont déployés spécifiquement pour couvrir un théâtre d'opération. Ok, super. On entend des choses sur les. Il y a eu des histoires comme ça. Alors c'est souvent ça, hein, les guerres, quand on est loin du conflit, on fantasme un peu des choses, puis parfois c'est tout à fait réel. On a eu plein d'histoires de ciblage par le tracking, le tracing de communication par des mobiles. On a eu des histoires aussi de hacking de téléphones de certains soldats qui sont sur le front, qui s'ennuient, et ils vont sur les réseaux sociaux, du coup on arrive à choper leur position, machin. C'est une réalité, on utilise des mobiles, on les utilise pas, ça a un rôle dans la guerre ou pas? Alors, ça a été une réalité. Il y Ouais. a eu des morts à cause de ça, donc on le fait plus. Ah oui, j'imagine. En clair, quand vous vous connectez avec votre téléphone, je dirais en mode normal, donc pas en Wi-Fi, tout simplement en connexion 4G, 5G, vous êtes connecté à des antennes, à un réseau. Mhm. À partir du moment où vous émettez pour atteindre ces antennes, vous émettez des ondes. Ces ondes, on peut les remonter et donc on peut vous localiser. Ok, j'ai pigé. Et, et Ouais. plus votre connexion est longue, plus votre connexion est stable et longue, et plus c'est facile de vous localiser. D'où effectivement le fait que des mecs qui streament sur les réseaux sociaux fassent remonter en gros à l'adversaire leur position et se prennent un missile dans les heures qui suivent. D'accord. Ok, ça marche. Je lis en même temps les commentaires, hein, Yann, sur les différents chats. Tu sais comment ça fonctionne. Tu es un habitué de Renaud Décode maintenant, mais c'est un vrai plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires, les amis, si des questions vous viennent pour Yann. Alors, il y a plein de messages gentils, hein, pour toi, sur Twitch en Merci l'occurrence, sur beaucoup. YouTube et autres. En tout cas, on t'envoie de la force. On peut t'envoyer que ça, mais je sais pas. Mais en tout cas, bravo et merci surtout d'être là. Alors, on parle régulièrement de drones. Et c'est vrai que quand t'es là dans l'émission, on en profite pour te poser quelques questions. Les drones font encore des avancées technologiques, de nouvelles techno, et puis d'un petit côté de malinesse, comme les malinos de Renaud Décode, qui sont impressionnantes avec cette guerre sur le territoire ukrainien, sur le territoire russe aussi maintenant, ça a changé un peu la guerre aussi. Et Oui. on parle de tous ces trucs-là. Avant nous, les drones, c'était pour le loisir et pour faire des jolies vidéos. En pas mal de mois maintenant de conflits, on a des drones de partout. On a des drones FPV qui deviennent de plus en plus rapides. On a peut-être de l'IA dans les drones. On n'est pas sûr de ça. On a du brouillage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que toi tu perçois, ou peut-être que tu vois ou que tu vis, sur cette histoire de drones? Alors, les drones aériens, ensuite il y a des drones terrestres, le drone naval, etc. Est-ce que tu peux nous dire si tu en vois, si tu en côtoies des drones sur le front? Alors oui, j'en côtoie. J'ai envie de dire que cette guerre,
voit l'apparition des drones un petit peu comme les guerres napoléoniennes ont vu l'apparition de l'artillerie, ou comme la Première Guerre mondiale a vu l'apparition des tanks. C'est le game changer. C'est le truc. On peut plus faire la guerre sans ça maintenant. Et qui a bousculé toutes les stratégies établies de longue date qui ne tenaient pas compte des drones. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Exactement. On a tout à réinventer. Alors, on a à réinventer beaucoup de concepts stratégiques parce que les drones sont là et que, du coup, il faut faire avec. Ouais. Mais il y a également à inventer ce qu'on peut faire aux drones dans le cadre de la stratégie. Ça se nourrit dans les deux sens. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que ça ouvre des possibilités en se creusant la tête et en ayant des petits... Alors, on sait que les Ukrainiens, ils sont très inventifs et très ingénieux sur tout ça. D'ailleurs, c'est une grande différence avec l'adversaire, je pense. Et qu'ils inventent des trucs. Voilà, ils se disent pourquoi pas faire des tout petits drones qui vont un petit peu plus vite, ils seront peut-être plus légers, mais une petite charge, ça peut péter un hélicoptère. Et le coût d'un drone, un petit drone FPV versus un hélicoptère militaire, on est gagnant quelque part. Enfin, ça bouge les stratégies, ça bouge les tactiques. Toi, tu dois voir un petit peu l'évolution de tout ça. Au début, on avait des simples drones, côté ukrainien, je veux dire des drones du commerce, c'est ça. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on commence à nous en dire de moins en moins sur les drones. Peut-être parce que, comme tu viens de le dire, c'est tellement game changer qu'il faut un peu fermer sa mouille. Tu confirmes ma vision des choses ? Oui, il y a un petit peu de ça, effectivement. Au début, les Ukrainiens ont fait preuve de beaucoup d'inventivité pour exploiter des drones civils à des usages militaires assez imprévus, parfois même complètement what the fuck, si tu me permets l'expression. Et petit à petit, ces usages, ont été intégrés dans les stratégies, donc deviennent des usages entre guillemets normaux, c'est-à-dire qu'ils sont cadrés, réutilisés, etc. Où on développe carrément des tutos, j'allais dire, pour pouvoir utiliser au mieux ces outils. Et puis là, aujourd'hui, on est dans un cadre un petit peu particulier où l'Ukraine fabrique ses propres drones à usage militaire pour ne plus être dépendante de tel ou tel fabricant qui pourrait éventuellement se situer en Chine. Je vous laisse comprendre les implications. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de modèles qui sont produits en masse en Ukraine et des modèles qui sont en développement, sur lesquels je pourrais un petit peu moins parler sans doute dans le détail, mais où il y a quand même des choses un petit peu intéressantes à dire. Ok. Et toi, tu suis un petit peu ces évolutions-là ? Enfin, je veux dire, tu as une sensibilité tech pour te dire, tiens, je regarde de près ce qui se passe, ou t'es pas forcément dans ces histoires de drones C'est-à-dire qu'avant, dans ma carrière militaire, je faisais de la planification opérationnelle et de la guerre électronique. Donc oui, je m'intéresse à ces sujets. Ok, d'accord. Alors, du coup, je creuse les questions, mais évidemment, tu réponds à tout ce que tu veux, et on a bien compris qu'il y a des choses que tu pourras pas forcément dire. Je fais juste une parenthèse pour les commentaires sur TikTok, parce que, on est sur les réseaux, les amis, on est en live, on sait ce qui se passe, il y a des gens qui ont des pensées d'un camp, de l'autre, etc. Je vais pas discuter, je vais pas relayer vos questions qui concernent le conflit et ce qu'on pense de Poutine ou ce qu'on pense de machin. Je sais pas faire de la politique et je vais certainement pas rentrer là-dedans. On est ici. Par contre, si vous avez des questions sur le digital, la tech à poser à Yann, n'hésitez pas, celle-là, je les relayerai. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. On est ici pour interroger Yann. C'est tout ce qu'on fait. On n'ira pas beaucoup plus loin. Donc, sur la partie drone, on parle beaucoup des drones FPV, donc en gros des petits drones, voilà, comme on peut avoir des drones de compétition dans des courses par chez nous. Voilà, c'est des drones qui vont assez vite, qui sont très maniables, qui ont des charges explosives et qui foncent sur les cibles. Moi, il y a une question que je me pose encore, c'est de savoir quel est l'équilibre entre le brouillage et ces drones-là, parce que bêtement, mais tu vas m'éduquer un petit peu, Yann, si tu veux bien. Bêtement, je me dis, franchement, si je suis un peu connaisseur de la guerre électronique, je sais que je me fais avoir par des drones. Je mets des systèmes de brouillage absolument partout, puis les drones ils peuvent plus m'atteindre ou ils font n'importe quoi sur les derniers mètres.
et du coup, plus personne n'utilise de drone. Or, le drone, c'est toujours un game changer. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On peut les brouiller, les drones, ou on peut pas? Comment se passe l'équilibre des forces là-dessus? Ah, Yann, t'es encore là? Yann. On a perdu Yann. Yann a l'air d'être connecté. Yann, on t'entend plus. Bon, tu m'entends plus. Ah, pardon, voilà, maintenant je te réentends, c'est bon. Là c'est bon? Oui. Ok, désolé, il y a dû y avoir pas de souci. Un passage de relais Starlink, ça arrive de temps en temps. Oui, je disais, donc, il y a une partie de la réponse pour laquelle je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je peux quand même apporter des éléments généraux de compréhension. Un brouilleur de drone, c'est quoi? C'est un émetteur radio, ni plus ni moins, qui émet dans une fréquence électromagnétique correspondant à celle utilisée par le drone pour communiquer avec son pilote, pour faire simple. Oui. Et dans cette bulle, on interrompt, grosso modo, les communications. Donc, le drone ne peut plus parler avec son pilote. D'accord? Bon. Le fait d'empêcher le drone d'être pilotable ne veut pas dire que il tombe comme une pierre. Il va simplement ne plus recevoir d'instructions. Qu'est-ce que fait un drone quand il ne reçoit pas d'instructions et qu'il est lancé à pleine vitesse? Il continue. Ok, il donc continue tout droit. Donc on ne peut pas fiabiliser son pilotage jusqu'à la fin quand il y a un brouillage, mais on perd le pilotage dès que le brouillage est actif et qu'on est dans le rayon du brouillage, mais après le drone continue tout droit. Il y a Exactement. Il y a des logiques d'IA ou pas. C'est des infos qu'on a relayées, on sait qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus et qu'il y a des avancées là-dessus. Le fait qu'on puisse mettre de l'IA dans les drones, ce qui pose des questions très touchy, qu'on puisse mettre de l'IA dans les drones, histoire que, au moment où il est brouillé, il n'y a plus le pilote qui est en contrôle du drone, une IA puisse dire, en fait c'est ça, la cible que je voulais, et donc je peux encore m'orienter un petit peu malgré le brouillage. Mais ce qui implique que du coup, le truc qui fait que le drone, avec la charge explosive, arrive au but, est piloté par une intelligence artificielle, piloté par plus personne derrière. Est-ce qu'il y a de l'IA dans les drones ou pas? Je ne sais pas si tu peux nous répondre, mais est-ce qu'il y a? Alors, je vais être très franc. Pour que l'IA soit efficace, il faut qu'elle soit locale sur le drone, on est bien d'accord. Oui. Parce que sinon, elle est coupée du monde, comme tout le reste. Oui. Voilà. Ce qui signifie du coup qu'il faut que le drone soit, on va dire, d'un niveau technologique permettant d'héberger une IA. Même si elle est minimaliste, il faut un minimum de ressources technologiques, de mémoire, etc., pour que l'IA soit en capacité de faire quoi que ce soit, reconnaître de l'image par exemple, et terminer son vol là où elle doit le faire. Ouais. Ça n'est évidemment pas présent sur tous les drones. Tu imagines bien que quand on produit un drone à $200, on se casse pas la tête à foutre de l'IA dessus. Quand on fabrique un drone un peu plus important, un peu plus imposant, qui va délivrer une charge plus importante, qui va cibler des cibles plus importantes, là, on peut se permettre d'installer, on va dire, du complémentaire IA, du complémentaire au vol. Okay. C'est une forme d'assistance au vol. Ok. En gros. D'accord. C'est ni plus ni moins qu'une assistance au vol, si ce n'est qu'en fait, elle ne prend le relais que quand il n'y a plus de communication avec le pilote. Ok. Et donc, pour effectivement, faire la fin. Parce qu'on avait vu quelques... Ouais. Pour faire simple, elle finit le job. Okay. Voilà. Ok. Je comprends. Parce et donc, du point de vue éthique, je crois qu'on avait déjà abordé cette question tous les deux. Du point de vue éthique, ça change pas grand-chose. Quand tu lances un missile sur une cible, c'est au moment où tu appuies sur le bouton que l'acte prend toute sa responsabilité. La manière dont il vient toucher la cible, c'est un détail technique, mais la responsabilité de l'acte de d'ôter la vie, tu l'as pris au moment où tu appuies sur le bouton. Ouais, je suis assez raccord avec ça, effectivement. Il y a même maintenant des obus d'artillerie ou des obus de chars qui sont un petit peu guidés
qui peuvent se réajuster un petit peu dans leur course. Donc effectivement, à partir du moment où on a une cible et qu'on appuie sur le bouton, comme tu dis, la responsabilité, elle est dans la main et dans la tête de celui qui appuie sur le bouton. On est un peu raccord là-dessus. Et dans toute sa chaîne de commandement. Ouais, et évidemment. Après, on est effectivement sur des théâtres militaires, donc on peut se demander si c'est le soldat qui appuie sur le bouton qui est responsable, ou celui qui donne l'ordre au-dessus, ou celui d'au-dessus. Bref, bon, on est dans ce genre de considération-là. Super, je dis un petit peu les commentaires. La Turquie, nous dit Tyson777 sur TikTok, la Turquie disait que leurs drones ont des cartes intégrées pour que le drone se dirige même brouillé. Alors là, on parle des gros drones, hein, si je me trompe pas, les drones turcs, c'est les... Oui, c'est les drones de classe Shahed, pas forcément des Shahed, mais de ce type-là. C'est effectivement plus proche de la bombe volante que du drone que l'on va avoir chez soi. Donc, en gros, c'est un engin qui va planer longtemps. Et délivrer sa charge explosive sur une cible. Alors oui, ils ont des cartes intégrées, sauf que ces cartes intégrées ne peuvent fonctionner que sur une petite zone, puisque à partir du moment où le missile ne peut plus se positionner sur la carte, vu qu'il n'a plus de connexion GPS, il est obligé de fonctionner à partir de sa centrale inertielle. Ok. Et c'est clairement pas tous les drones, vu ce que ça coûte, c'est clairement pas tous les drones qui ont une centrale inertielle. Okay. Les missiles, eux, les missiles autonomes, ont une centrale inertielle. Et ça coûte un bras, hein, donc voilà. C'est ce qui explique qu'on fabrique des bons volants, des drones qui coûtent seulement 10 ou 15 ou 20 000 $, et qu'à côté de ça, un missile Scalp, c'est quasiment $1 demi-million. Et évidemment, et c'est pas les mêmes usages. C'est vrai qu'on dit drone, mais en fait, entre le petit drone FPV bricolé, entre guillemets bricolé, avec toute l'amitié que j'ai pour le bricolage, parce qu'il y a aussi de l'ingéniosité derrière tout ça, et les gros drones, qui sont quasiment des bombes volantes, comme tu disais, oui, effectivement, il y a des mondes qui s'affrontent. Il y a aussi des drones terrestres, on en parle de temps en temps. Alors nous, ça nous paraît toujours un peu gadget, mais c'est vrai que la Chine, les États-Unis nous montrent régulièrement des petits drones terrestres, genre des chiens robots qui sont capables de porter des charges utiles, ou des sortes de quads sans pilote qui suivent les soldats avec tous les capteurs et tout ça, les radars, etc. Tu as déjà croisé ce genre de petites bestioles, de drones terrestres qui accompagnent les troupes ? Alors, les drones terrestres à quatre pattes, là, j'en ai croisé, mais pas sur le front. Ok. On va dire ça comme ça. Ok. En revanche, ce que l'on voit un peu plus couramment sur le front, ce sont des drones terrestres à chenilles, capables de suivre ou devancer un groupe de soldats, et qui notamment est chargé du déminage. Donc en fait, il vient faire tourner des chaînes avec des mini-explosifs devant lui. Lorsqu'il soupçonne, donc là il y a de l'IA pour le coup, lorsqu'il soupçonne la présence de mines, la pulsibilité, etc., il va mettre en œuvre son système de déminage. Ça permet de faire exploser des mines antipersonnelles devant le drone, de pas trop lui l'abîmer, et surtout de préserver tous les personnels qui suivent. Ok. Donc ça, c'est plutôt de l'accompagnement de troupes directement sur le terrain. C'est ce qu'on pensait aussi. On s'est dit, les jolis petits drones à quatre pattes, là, on les sent pas trop vraiment dans la boue et dans les tranchées. Non, c'est plutôt des... les drones à quatre pattes, on est vraiment encore sur de la recherche et développement. Ok. Très bien. Cyril nous demande, alors question évidemment, celle-là on l'a tous, les Russes, merci Cyril, les Russes envoient aussi des drones. Comment ça se passe l'équilibre entre l'adversaire et entre les adversaires sur cette logique de drone? Les forces sont équilibrées maintenant? C'est différents styles? Comment ça se passe? Il faut comprendre que actuellement, hormis les zones d'offensive fortes, type Koursk, type Kherson, l'essentiel du front est figé dans une guerre de tranchées façon Première Guerre mondiale, à peu de choses près. Les tranchées sont plus petites, mais c'est grosso modo ça. C'est figé, bloqué. Et dans c'est ça. Et dans un front qui est gelé comme ça, les drones ont un rôle absolument majeur. Ils servent à plein de choses.
Ils servent déjà à aller espionner les positions adverses, soit pour aller diriger une frappe d'artillerie, soit pour aller diriger ce que j'appelle de la pré-artillerie, c'est-à-dire des drones qui, eux, vont balancer une charge. Ils ont moins de portée que l'artillerie, mais ils peuvent déjà balancer une frappe. Et donc ça, évidemment, c'est utilisé des deux côtés. Les drones servent aussi à ravitailler les troupes dans les tranchées. Ah, ok. Parce que vous imaginez bien que c'est assez compliqué d'aller ravitailler en bouffe et en eau des soldats qui sont à 300 mètres des adversaires, qui échangent des tirs avec eux. Ça serait extrêmement risqué d'envoyer un gars courir dans la pampa avec évidemment chargé de packs de flotte et de bouffe pour leur déposer. Donc on fait ça par drone. Et donc du coup il y a des drones qui sont chargés d'aller shooter les drones adverses qui viennent ravitailler. Ok. Couper les lignes de ravitaillement, c'est un grand classique de la guerre et ça c'est pas prêt de changer. Là c'est simplement les moyens qui changent. Donc en fait, en plus de cette guerre de tranchées, on a une guerre aérienne des drones en permanence, jour et nuit. Les drones s'attaquent les uns les autres. On a des petits drones, ce que tu décrivais là, ces petits FPV très agiles, très rapides, extrêmement rapides, avec une toute petite charge sur eux, qui vont aller frapper des drones plus importants, qui valent plus cher, qui jouent à cache-cache avec des drones de reconnaissance, qui eux sont... Petite rupture de faisceau avec Yann. J'espère qu'on va le retrouver. On va attendre un petit peu, les amigos. Posez vos questions, n'hésitez pas. Pardon, Yann, il y a eu une petite rupture. Oui. C'est bon, on t'a retrouvé. Ok. Ça a coupé à partir de quand ? Et t'as expliqué qu'il y avait effectivement cette bataille parallèle. Là où, où le combat est figé, en fait il y a une petite bataille de drones. Le but du jeu c'est d'avoir détecté les drones de ravitaillement adverses et puis d'aller les déglinguer, surtout quand on a un drone plus petit, moins coûteux, etc. Et que ce que je comprends c'est ça, c'est qu'il y a une bataille parallèle entre différents types de drones des différents camps, alors que les humains sont dans les tranchées en dessous ou à côté, c'est ça ? Exactement. En fait, on pourrait dire que avant, on considérait qu'il y avait le milieu terrestre, le milieu aérien avec des hélicos, et puis le milieu de la supériorité aérienne avec les chasseurs. Ouais. Et entre le milieu hélico et le milieu terrestre, maintenant, il y a le milieu drone. Ouais, ok. C'est vraiment un nouveau... 150 mètres d'altitude à peu près. Ouais. Ça grouille de drones. Okay. De différents types, qui ont différentes fonctions et qui se chassent les uns les autres. Ok, c'est clair pour moi, c'est assez impressionnant. Je lis un petit peu les commentaires de tout le monde. J'ai entendu que les brouilleurs sont devenus presque obligatoires sur les voitures en Ukraine pour se déplacer. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que tout ça... Enfin, tu vas peut-être pas pouvoir répondre, mais je pose la question quand même. Est-ce que tout ça touche aussi les civils, les véhicules civils ? Est-ce que la guerre est localisée et les civils ils sont pas là où il y a la guerre ? Est-ce que les drones peuvent avoir des actions sur les civils ? Est-ce que si on veut se déplacer d'un point A à un point B quand on est à quelques kilomètres du front, il faut aussi faire gaffe aux drones quand on est un civil ? Comment ça se passe ? C'est cloisonné cette histoire ou pas vraiment ? Alors tous les véhicules militaires sont équipés de brouilleurs de drones. Oui, okay. Ça c'est indispensable. Okay. Les véhicules civils, c'est quand même plus rare. Ouais. Faut bien voir que dans les zones vraiment de front, enfin là où ça pète vraiment, il y a pratiquement plus de civils. Hein. Ouais, il y a plus de villages déjà, donc il y a forcément plus de gens dedans, ou quasiment plus. On trouve parfois quelques civils qui ont décidé de rester là. Ouais. Eux ont une approche encore différente des choses, qui est un petit peu fataliste, et qui est de dire si c'est ma terre, si je dois mourir là, je mourrai là, point. D'accord, ok. Voilà. Donc eux ne vont pas s'enquiquiner à comprendre ce que c'est qu'un brouilleur de drone, comment ça marche, comment on le branche sur une voiture, etc. Non, ça va pas du tout être leur approche. Après, il y a évidemment... J'allais dire c'est cloisonné, oui et non, parce que malheureusement, vous le voyez tous aux infos régulièrement, il y a des frappes russes sur des villes civiles
qui prennent. Et évidemment, personne n'a de brouilleur de drone dans une grande ville comme Kiev ou Lviv, parce que au quotidien, Bien sûr. On vit quand même loin de la guerre, quoi. Bien sûr, bien sûr. Puis le territoire est immense et alors on parle régulièrement ici d'avancées technologiques de grande ampleur sur ce qu'on peut appeler les boucliers, comme il peut y avoir dans d'autres théâtres de guerre sur la planète. L'Ukraine, c'est gigantesque. Ce que je comprends, c'est que la Russie frappe partout sur l'Ukraine. On ne peut pas évidemment avoir un bouclier qui couvre l'ensemble d'un territoire pareil et qui arrête absolument tout, malheureusement. Et donc voilà, c'est encore un autre débat. J'ai une question un peu profonde. C'est bien. Sur Twitch Oui. de Régnier Agenceur, c'est en parlant de responsabilité de l'acte, est-ce que tu as pu observer autour de toi des différences de comportement ou de vécu entre ceux qui utilisent une arme manuelle, c'est-à-dire tu vois l'ennemi, tu as ton fusil, tu tires une balle dessus, ou au contact de l'ennemi via le drone, c'est-à-dire les pilotes de drone, est-ce qu'ils ont la même conscience, la même sensation de responsabilité que quelqu'un qui est vraiment face à face avec l'ennemi. J'ai mal posé la question, j'aurais dû lire ce qu'a dit Régnier Agenceur, c'était beaucoup mieux écrit. T'as compris ce que je voulais dire? Oui, je le crois. Alors, juste pour info, je n'ai pas le visuel sur les questions. J'ai coupé tout le reste pour ne garder que Discord et garder la bande passante que j'ai. Donc, je ne vois pas les questions. Donc, merci. T'inquiète, c'est pour ça que je te les retranscris. C'est pour ça, pas de souci. Voilà. Et merci à ceux qui ont envoyé des messages de soutien. Je ne les ai pas lus, mais ça fait chaud au cœur. Ouais. Pour répondre à la question, il n'y a pas de différence. Il y a une différence, je dirais, dans le type de soldats, parce que les pilotes de drones dans l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est beaucoup des jeunes, on va dire des geeks, qui sont venus, qui avaient des compétences et qui sont venus dans l'armée pour défendre leur pays, et qui n'ont pas le même background, je dirais, que des soldats qui font la guerre depuis 2014 avec des chars, etc. Évidemment, c'est pas les mêmes types de soldats. D'accord. Ok. Mais par contre, c'est bien leurs potes qui sont en dessous, dans les tranchées. Ok. Ils vivent avec eux, ils mangent avec eux. Voilà, il y a une camaraderie. Et donc, du coup, quand on frappe à travers l'écran d'un drone, c'est exactement comme si on frappait avec une lunette grossissante d'un fusil de précision. Ok, je comprends. C'est exactement la même chose. Ok, tout à l'heure, tu décrivais les différents couches, c'est très moche ce que je vais dire, couches sur le conflit. T'as les soldats qui sont dans la bouillasse, les tranchées, et qui sont au contact. Maintenant, tu disais qu'il y avait une nouvelle strate, c'était celle des drones, entre la terre ferme et les hélicos, puis les avions au-dessus. Ce que tu es en train de nous dire là aussi, c'est que tout ça reste cohérent, c'est-à-dire entre le geek qui, derrière son casque de réalité virtuelle, pas du tout, son casque de réalité, de pilotage de drone, il est de réalité augmentée. Réalité augmentée. Il y en a qui utilisent des casques de réalité augmentée, oui. D'accord. Donc c'est de la réalité augmentée. Donc le mec, il voit sa réalité augmentée, sa vue du drone, en fait. Il est un peu plus loin du front, j'imagine, pour pas être le plus exposé possible, mais pas trop loin non plus, parce qu'il faut qu'il pilote le drone. Et il y a une certaine connexion, ou conscience, ou esprit de corps avec les gars qui sont dans les tranchées et qui sont dans la bouillasse. C'est ça que tu nous dis? Il y a ces deux groupes différents qui se parlent pas, ou non? Il y a une cohésion. Pour les pilotes de drones, en particulier les petits drones d'attaque, les pilotes de drones, ils sont dans des tranchées. Ils sont juste à côté de leurs potes, mais ils sont à... Bon, je peux pas dire de distance, mais ils sont pas loin. Ok, d'accord. Ah oui, ils sont pas à l'abri peinard à 12 km. Quoi. Non, eux aussi prennent des bombes et eux aussi prennent des attaques de drones. Ok, d'accord. On a du mal à se représenter, mais c'est assez dingue ce que tu nous décris. D'accord, j'avais pas forcément cette réalité-là en tête, moi. Hyper intéressant, effectivement. Qui sont à l'abri. Ouais. Pardon, excuse-moi, je t'interromps. Oui, les seuls qui sont à l'abri, ce sont des pilotes de drones très longs rayons d'action. Oui, ok. Ou ceux qui vont mettre en œuvre un drone qui est totalement autonome. Ok. Eux, effectivement, ils peuvent être loin en arrière, comme une base aérienne, en fait. Okay. Voilà. Mais les
les pilotes de drones qui aujourd'hui sont en soutien de leurs potes qui sont dans les tranchées en première ligne, ou de leurs potes qui sont en deuxième ligne avec des lance-grenades longue portée, ou de leurs potes qui sont en troisième ligne avec du fusil de précision ou ce genre de choses, ils sont avec eux. Okay. Ils subissent les mêmes attaques, ils sont eux aussi ravitaillés par des drones, etc., etc. Ok, c'est clair. Est-ce que toi, tu pourras peut-être pas répondre, tu réponds pas si tu veux. Toi, tu es intégré à ces groupes et troupes ukrainiennes. Enfin, on comprend que tu es français, je veux pas poser de questions indiscrètes, mais on comprend que tu es français, que tu as une vie en France, que tu es parti là-bas. Tu es dans les équipes avec eux ou c'est un truc à part? Je sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus. Alors, dans les étrangers qui servent en Ukraine, qui peuvent être américains, australiens, anglais, colombiens, français, tout ce qu'on veut, belges, enfin voilà. Parmi tous ces volontaires étrangers, la grosse majorité est dans un régiment à part, enfin une brigade à part qui s'appelle la Légion internationale, qui est un petit peu calquée sur le modèle de la Légion étrangère française. D'accord. Voilà, donc c'est un régiment. Moi, j'ai fait le choix d'être intégré directement dans une unité purement ukrainienne. Ok, je comprends. Et on communique un petit peu en français, un petit peu en anglais, un petit peu en ukrainien, et je communique également avec des soldats principalement colombiens en espagnol, parce que je parle aussi espagnol. D'accord. Ok, juste pour ton info Yann, parce que tu vois pas les commentaires et moi je les vois. Alors, si tu les vois a posteriori, il y a quelques haters, hein. Il y en a quelques-uns, il y a toujours ça, je te rassure, tout va bien, mais il y a principalement... C'est normal. C'est normal, enfin voilà, je sais pas si c'est normal, mais c'est classique. Donc tu feras comme moi, tu les lis pas, voilà. Mais il y a plein de messages de soutien, il y a plein de questions, et je suis assez marqué, je m'y attendais pas forcément, de voir que dans les questions, il y a des questions techniques, voilà, des geeks que nous sommes, web, digital, tech et tout ça. Il y a des questions perso et il y a des questions à la fois techniques et perso. C'est-à-dire que en gros, on est en train de parler à un humain qui vit un truc de dingue et qui en même temps s'intéresse à tout ce qui est techno. Donc on a envie d'avoir des détails techniques, mais on a aussi envie d'en savoir plus sur ta vie. Alors je te pose pas forcément toutes les questions parce que après on rentre dans du personnel. Mais voilà, peut-être tu pourras répondre à certaines. Simplement, l'esprit qui domine, c'est... en gros, je vais le dire de façon triviale, mais je pense que quand on est dans une situation comme la tienne, on a de l'humour. Qu'est-ce que tu fous là-bas, quoi? Je sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller dans un endroit aussi dangereux, aussi risqué, alors que t'es un ancien militaire avec des attaches en France? Je sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus. Peut-être rien. En fait, de mes autres camarades, notamment français, qui se sont également engagés en Ukraine. Mais mon cas personnel, c'est que je connaissais l'Ukraine depuis à peu près une dizaine d'années. J'étais allé plusieurs fois. Et c'est un pays que j'aime beaucoup. Et depuis quelques années, enfin juste avant la guerre, j'y allais tous les étés. C'était devenu vraiment ma destination de cœur. Et donc j'ai fini par apprécier les Ukrainiens. Les Ukrainiennes aussi, on va pas se le cacher. Et apprécier l'état d'esprit de ce pays. Et évidemment, en s'intéressant à la question, je voyais venir l'attaque russe sur l'Ukraine. Il y a un certain nombre de spécialistes qui l'ont senti venir quelques semaines avant. Et j'étais 2 semaines avant l'attaque en 2022. 2 semaines avant, j'étais en Ukraine. J'étais allé à Kharkiv, j'étais allé à Kiev et un petit peu dans l'est de l'Ukraine. Donc voilà, pour moi, c'était logique de venir aider ce pays qui était une espèce de petite sœur. Ok, je comprends. Et après, on a tous nos parcours de vie personnelle et tout ça. Encore une fois, je me permets juste un petit rappel dans les commentaires. Je vais pas aller sur des questions de politique, de géopolitique.
Et je vais le dire en espérant pas froisser Yann, j'essaye de comprendre, hein, c'est ce qu'on fait sur Renaud Décode tous les jours, des trucs digitaux, tech, etc. Je pose des questions à Yann et je le perçois en tant qu'humain qui veut bien discuter avec nous tous et c'est super cool. Si Yann était de l'autre côté, et qu'il était francophone, j'aurais des questions à lui poser aussi. Je suis pas pro-guerre, je sais pas quoi. Si vous voulez mon avis, je préférais que Yann il soit pas là-bas, qu'on se soit jamais rencontré et qu'il soit peinard à sa maison, mais on n'a pas la décision de tout ça. Donc je rentre pas dans les questions politiques, est-ce que tout ça, la guerre va gna 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 gna, je pose pas ces questions-là, tant pis, même si Yann il a sûrement son avis sur la question, mais je veux pas orienter tout ça. Fin de parenthèse. J'avais aussi une petite question, Yann, sur les autres aspects de la tech sur le front. On a beaucoup parlé des drones. Est-ce que tu vois aussi d'autres usages? Par exemple, toi, au quotidien, c'était une des questions. Est-ce que tu utilises des trucs digitaux de l'IA au quotidien? Est-ce que tu as déjà vu des trucs d'exosquelette ou de packaging ou de machin? Enfin, tu vois, des trucs tech un peu modernes qu'on n'a pas forcément vu dans d'autres conflits? No comment. D'accord, ok. Comme ça, c'est fait. Ouais, moi, je pose des questions. Hein. Voilà, je peux pas. Non, mais on comprend très bien. Je peux pas répondre à ça. Ok, très très bien. Il y a aucun souci pour moi. À titre perso, oui, j'utilise évidemment des trucs tech. Ça, si je peux répondre sur la première partie de la question, en fait. Ouais, ok. Oui, j'utilise évidemment des trucs tech. On a tous au minimum un téléphone, une tablette. Enfin, c'est la base pour bosser avec autant de tech. Hein. Alors c'est très. Il y a un contraste qui peut être assez fort entre le fait que c'est une guerre moderne, ultra tech, il y a du drone, il y a de l'IA, il y a du brouillage, il y a de la guerre électronique, il y a tout ce qu'on veut, mais on est quand même les pieds dans la boue dans les tranchées. Ah oui, ok. Façon Première Guerre mondiale, avec de l'artillerie qui nous pilonne, des machines automatiques qui nous tirent dessus si on essaye de sortir. Enfin bon, voilà. Il y a cette espèce de contraste. La guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est une espèce de mix entre Terminator 2 et la Première Guerre mondiale. Ouais. Merci pour ça, parce qu'on a du mal nous à ressentir ça. Et voilà, avec ta petite image là, ça dit beaucoup de choses. Tiens, on nous demande... clairement, je trouve que tu as une très bonne voix, Yann. On s'était pas entendu. Enfin, moi, je t'avais pas entendu. Toi, tu m'avais déjà entendu dire des bêtises en live. Tu as une très bonne voix. Tu as l'air, étonnamment, comment je vais dire ça, bien. Je sais pas comment le dire autrement. Il y a des questions. C'est comment tu dors, en gros. Est-ce que c'est un harcèlement permanent? Tu nous disais tout à l'heure, il y a des drones au-dessus de nos têtes tout le temps. Moi, si tu me mets ça, je dors plus. Enfin, je m'assèche. Comment est ta vie quotidienne de tous les jours? Ça se passe plutôt. Les conditions matérielles. Alors. J'ai déjà été dans deux zones du front différentes et où c'était relativement différent. Dans un cas, c'était un camp militaire, ce qu'on appelle une FOB dans le langage militaire, ça veut dire une Forward Operational Base. Okay. En gros, c'est un endroit où on a du matériel militaire, où il y a des antennes de partout, c'est protégé, il y a de l'anti-aérien, il y a tout ce qu'on veut, et c'est une espèce de, c'est un camp à ciel ouvert, mais on est dans un camp militaire, je dirais, classique. Okay. La deuxième chose, c'est tout autre chose. On est planqué dans un village en ruine. Ouais. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Du coup, pour les usages en eau, il faut se la faire livrer. Pour l'électricité, on essaye d'utiliser quelques heures par jour un groupe électrogène et puis on stocke l'énergie tant qu'on peut. Okay. On fait attention évidemment à toutes les ressources parce que toutes les ressources, ça a coûté pour les faire venir jusqu'ici. Il y a peut-être des mecs qui ont risqué leur peau pour venir nous apporter ce qu'on a. Donc on devient plus frugal, on va dire. Pour ce qui est du sommeil, etc., ça dépend si je suis en mission ou pas. Là, en ce moment, je suis évidemment pas en mission. Je suis en repos, là, quelques jours.
Je sais pas quand est-ce que je vais repartir, mais ça devrait pas trop tarder. Ok. Quand je suis en mission, en gros, je dors quand je peux et je me relais avec les camarades. Ok. On dort en moyenne, je sais pas, 5 heures toutes les 24 heures à peu près, mais pas en continu. Ok. Ok. On est tout le temps à l'affût. Et évidemment, quand on est en mission, on est soit dans un bunker, soit dans une tranchée, soit dans une espèce de truc intermédiaire entre les deux. On va dire un bunker à la va-vite. Ok. C'est pas parce que tu es en train de te reposer 2 heures que tu vas pas prendre un obus de 120 mm juste à côté. Ouais, ok. Donc tu vas tout à fait pouvoir être réveillé, devoir ouvrir les yeux rapidement, prendre ton arme, vérifier s'il n'y a pas une offensive terrestre en même temps. Contrer s'il faut, repousser l'attaque s'il y a une attaque, ou éventuellement passer des informations à la radio sur ce qui a pu être soit endommagé, soit observé. Pour organiser une contre-attaque. Ok. Voilà de quoi est constitué, on va dire, le quotidien sur la ligne de front. Et quand on est un petit peu en arrière, comme je le suis là, en repos, pas la nuit dernière, la nuit d'avant, on a reçu des frappes sur le village où on était. Ok. Donc même quand tu as dans le roulement, tu es dans ton moment de repos, t'es pas tranquille non plus, quoi. C'est clair que t'es pas. C'est ça, pas bien oui, loin. on est quand même sur le front. Donc on n'est pas à l'abri. En gros, pour éviter, si vous voulez, de se faire nitrater l'artillerie par les drones, aujourd'hui la technique c'est on avance l'artillerie, on fait quelques tirs et on la recule. Et on l'avance pour pouvoir gagner un peu de portée et frapper du coup les lignes adverses. Donc tout ce qui est logistique, les zones de repos, etc. Voilà, c'est le jeu entre guillemets. Ça va être de pousser les adversaires à amener leur artillerie le plus loin possible pour essayer de la frapper à ce moment-là. Ok. Donc il y a les tranchées qui bougent pas, et puis il y a tout le reste qui est mobile, notamment l'artillerie et tout le reste. Oui, tout est mobile. Oui. Ouais, ok. Tout est mobile. À part les tranchées qui bougent pas, mais les tranchées, comment dire, si on en prend une à l'adversaire, c'est la ligne qui bouge, mais la tranchée elle-même ne bouge pas. Bien sûr. Ok. D'accord. Ok, ça marche. On a des questions sur les équipements, mais alors, tout à l'heure tu souhaitais pas répondre, mais est-ce que aujourd'hui il y a des équipements genre tu parlais des tablettes, des téléphones, etc. On a le droit d'utiliser ce qu'on veut, ou est-ce qu'il y a une peur d'utiliser, je sais pas, un mobile de marque chinoise, ou un Apple on a le droit et un je sais pas quoi on n'a pas le droit? Il y a des logiques comme ça où chacun a ses petits équipements électroniques perso? Je dirais en matériel perso, de toute façon, quand tu vas en mission, ton matériel perso, tu le laisses chez toi. Hein, tu pars pas en mission avec. Ça, c'est clair. Évidemment. Il serait beaucoup trop risqué que ton téléphone, où tu as tous tes contacts, où tu as énormément d'informations, soit saisi. C'était hors de question. Donc, évidemment, tu pars sans ton matériel perso. Évidemment. Et quand je le disais, on a tous un téléphone, une tablette, c'est évidemment du matériel militaire. C'est-à-dire le réseau dont je parlais tout à l'heure, c'est du matériel prévu pour, mais grosso modo, j'exagère, mais c'est une tablette Samsung renforcée avec une coque. Ok, d'accord, je comprends. ça va. C'est un peu de choses près, c'est ça, quoi. Mais c'est et pour le coup, tout ce qui est sur ces matériels-là est crypté, etc. Évidemment, on a ordre de le détruire si on devait être capturé. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Encore une fois, je rappelle dans les commentaires, les amis, je poserai pas de questions politiques ni autres, je les relais pas à Yann, juste parce que c'est mon live et j'ai pas envie.
voilà, ça va partir en cacahuète et j'ai pas envie du tout. On a la chance d'avoir Yann avec nous. Oui, on est pas là pour ça, quoi. On est là pour parler de la tech c'est ça. Dans un conflit actuel. Exactement. Il y a plein de messages d'encouragement encore sur YouTube, sur Twitch, etc. Starlink a-t-il une incidence là-bas? Tu nous as parlé tout à l'heure de ta connexion qui est du Wi-Fi via Starlink. Oui. Avec ou sans Starlink, ça fait une différence? Ça a vraiment une importance? Ah, grave. Non, j'avais un peu la réponse dans la question, mais ouais. Sans Starlink, c'est la dèche absolue. Ok. Et le camp d'en face, ils ont ça aussi? Pas que je sache. D'accord. Je sais pas comment ils font. Alors, j'ai entendu dire, mais j'ai pas. Je peux juste relayer quelque chose que j'ai entendu dire, donc je ne connais pas la véracité. Okay. Mais que de toute façon, le régime russe ne souhaitait pas faciliter les communications personnelles des soldats sur le front. Okay. Donc, de toute façon, ne mettrait pas en place les moyens de le faire. D'accord. Ça veut dire que toi, tu profites aussi, et tu en as le droit, et c'est dans la philosophie du truc, d'avoir par exemple des communications de temps en temps avec ta famille, des choses comme ça, et que c'est ok. Ok. Au contraire, oui. Alors attention, on apprend à faire gaffe à ce qu'on dit. Ouais, voilà. bien sûr. Mais donner des nouvelles de sa famille tant qu'on dit pas exactement où on est, évidemment. Tant qu'on dit pas exactement ce qu'on a fait la veille, ou pire, ce qu'on va faire demain. Tant qu'on fait pas ça, il n'y a pas de souci. C'est important pour le moral des troupes de garder contact. Et autant les Ukrainiens peuvent éventuellement rentrer 3 jours voir leur famille, autant pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, bien sûr. Donc ils font en sorte qu'on puisse quand même maintenir un contact. C'est important pour l'équilibre psychologique des combattants, quel que soit leur grade. Ouais, bien sûr. C'est assez dingue. C'est aussi pour ça que je rêvais de t'avoir et de pouvoir t'interroger, parce que nous, on se rend pas compte. Toi, c'est ton quotidien, et à quel point, on en parle tous les jours sur Renaud Décode, tout ce qui est web, digital, tech. On dit que ça change complètement les choses. Bah, toi, tu les vis, ces changements-là. Enfin, c'est aucun autre conflit, aucune autre guerre à une autre époque pouvait avoir ces impacts-là, et c'est assez fou. Y a Tom qui nous pose une question depuis tout à l'heure. Je sais pas si je vais la relayer. Qui s'inquiète de l'impact psychologique de la présence des drones. En gros, il nous dit: est-ce que le son des drones est perturbant? Tu sais, dans d'autres guerres historiques, il y avait le fait, la Seconde Guerre mondiale, les Allemands rajoutaient des sirènes flippantes sur leur avion pour terroriser tout le monde. Est-ce que ces drones-là, c'est aussi une arme de guerre psychologique pour faire flipper tout le monde en face, ou il n'y a pas forcément ça? C'est terrorisant. C'est terrorisant? Ouais. C'est clairement tous ceux qui ont été attaqués par des drones, je parle des petits, les mini FPV kamikazes. C'est un bruit que l'on apprend on apprend à en avoir peur. C'est terrorisant. Je peux que imaginer à quel point ça peut être terrifiant. Ouais. En France, je mettrais sans doute du temps avant d'intégrer un club drone. Voilà. Je pense que voilà. Parce que ce bruit-là, oui, m'a marqué. C'est le cas pour tous. Ce petit bruit de moustique alcoolique là, oui, ça fait peur. Ok, je comprends. Pardon de soulever un petit peu des trucs qui sont sûrement traumatisants, mais enfin voilà. Il n'y a pas de souci, mais oui, je pense qu'on va tous garder de ces petits bruits de drone une espèce d'angoisse, un petit peu comme tous les gens qui dans la Seconde Guerre mondiale ont gardé le bruit des bombes, du sifflement des bombes avant qu'elles tombent. C'est ça. Et que ce genre de bruit-là les terrorise même 10 ans après. Oui, on aura probablement ce genre de syndrome post-traumatique à traiter en masse en Ukraine. Évidemment, en France, on est moins concerné, mais en Ukraine, il y aura un gros travail sur le post-traumatique d'une manière générale. Pas que des soldats, malheureusement, aussi des civils. Mais oui, il y aura des conséquences à long terme.
Ok, ouais, tu rejoins ce que disait Tom en commentaire, en effet. Une petite question sur Telegram. Est-ce que tu as un avis sur Telegram? Tu sais, on a parlé dans les actus là, récemment de Pavel Durov qui a été arrêté en France avec le Telegram. On s'est dit, est-ce qu'il y a des accointances avec le conflit en Ukraine, etc. Tu as un avis, quelque chose, un input sur Telegram de ton côté? On l'utilise beaucoup, Telegram, mais jamais pour des trucs sensibles. Ouais. C'est-à-dire, en gros, pour dire on se voit, on se prend une bière demain, ouais, ça c'est possible, mais jamais pour dire je pars en mission l'OTAN ou voilà, jamais pour des choses un tant soit peu sensibles. Ok. Après, beaucoup d'Ukrainiens considèrent que Telegram est sans doute contrôlé par le Kremlin, ou en tout cas, contrôlé, espionné par le Kremlin. D'accord. Ok. Mais on ne sait pas jusqu'à quel degré ils ont les clés de cryptage, etc. Ok, ouais, ça reste nébuleux. Ok, très bien. Ouais. Si vous avez des questions en live, c'est maintenant parce que moi je vais poser ma dernière petite question. Si vous avez des questions en live, alors encore une fois, ça réagit beaucoup à tout ce que tu dis. Oui. Renaud, si tu permets, j'ai une petite anecdote qui va te faire sourire. Okay. Il y a quelques jours sur ton live, oui. J'ai demandé si quelqu'un avait un conseil à me donner sur une IA capable de faire la reconnaissance de forme sur des vidéos. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Et quelqu'un de très gentil avait renvoyé, je ne sais plus qui, pardonne-moi si tu m'écoutes, m'avait renvoyé un lien où j'ai pu commencer à décortiquer un peu le truc. Okay. Et donc j'ai commencé à bosser quelques jours dessus. J'ai présenté à mon chef le début de mes travaux. Ouais. Et il m'a dit laisse tomber, on a déjà un outil. D'accord. Donc voilà. Pour la petite histoire, il m'a dit on a déjà de la reconnaissance d'images. Ouais. En clair, on a des outils qui permettent de reconnaître au hasard un mec qui rampe parmi les fourrés dans un paysage de fourrés qui défile. Ouais, ok. C'est clair. Effectivement, ça m'est venu tout à l'heure, mais merci pour ça, pour l'anecdote, comme quoi, enfin voilà, on est tous connectés sur la planète, donc ça c'est plutôt cool. Merci pour ça. Oui, parce que j'ai pas osé embrayer là-dessus tout à l'heure quand tu as parlé effectivement de ces choses-là, mais on avait parlé ici sur Renaud Décode des fameux des petites cartes électroniques, c'est des cartes, les Raspberry Pi et des choses comme ça, des petites cartes qui coûtent pas très cher et avec un mini système IA qui peut être embarqué sur la puissance de ces micro-machines. Là, effectivement, on branche une petite caméra et on arrive à faire de la reconnaissance, de savoir si ça c'est un bâtiment, ça c'est un véhicule, ça c'est un humain, de quel type, etc. Et on imagine forcément les applications militaires. On a plein de questions. Oui, ou Arduino, nous disait Shiny sur TikTok. Oui, tout à fait. Donc voilà, je lis en même temps les questions. Les Ukrainiens ont une longueur d'avance sur les Russes. Sur l'intégration de trucs qui viennent de sortir il y a 2 semaines, ils sont très forts. Ouais, ok. Donc effectivement, quand tu t'es pointé pour dire j'ai trouvé un petit truc, on t'a dit ouais, c'est bon, t'inquiète, on maîtrise quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Non, mais c'est bon, on a déjà déployé un outil. Ok, c'est assez fou. Il avait été développé, testé, validé, etc. et déployé. Donc, ouais, ils vont beaucoup plus vite que l'armée française pour déployer des trucs. D'accord. Ok. Critique pas la France, s'il te plaît. C'est une réalité. On peut peut-être s'inspirer. Ouais, après c'est d'autres circonstances aussi qui font que voilà, quand il y a question de vie ou de mort, voilà. On avance. Exactement. Tiens, une petite question sur un hypothétique vécu. On ne sait pas si tu as connu d'autres conflits avant celui-là, pas forcément d'en parler, mais est-ce que tu ressens une différence dans ce conflit-là avec l'utilisation de l'IA, des nouvelles technologies, etc., par rapport à d'autres choses que tu aurais pu vivre avant? Tu sens qu'on est passé à une autre époque ou pas forcément encore? Alors,
Oui, sur l'utilisation des drones, c'est une tarte à la crème, hein, mais je vais le redire. Ouais. On fera plus la guerre pareille depuis cette guerre-là. Ok, d'accord. Voilà. Alors qu'il y a vraiment un Il y changement. aura, il y aura un après-Ukraine vis-à-vis des drones, de l'utilisation des drones. Par rapport aux autres conflits, oui, il y a des différences majeures. C'est pas le premier théâtre d'opération sur lequel je suis. Il y a des différences. La première, c'est que jusque-là, dans les conflits où j'étais, l'armée française était, on va dire, l'armée un peu high-tech, plutôt bien équipée, face à des forces qui généralement étaient plutôt du type rebelles, terroristes, machin, pas organisées de la même manière et pas toujours avec les mêmes appuis technologiques. Ouais. Là, c'est totalement différent. On est face à une armée de type superpuissance. Oui. Ouais. Qui a évidemment des outils de haute technologie, elle aussi, même si elle est peut-être pas aussi réactive que la petite armée ukrainienne. L'armée russe a quand même un niveau technologique qui est pas, voilà, qu'on peut pas dénier. Bien sûr. Et la grosse différence par rapport aux autres conflits, c'est que là, on est dans vraiment un conflit de haute intensité, c'est-à-dire un conflit où il y a de tout. Il y a de l'aérien, il y a des hélicos, il y a du char, il y a de l'artillerie, il y a de l'infanterie, il y a du drone, il y a de l'espionnage, il y a de la guerre électronique, il y a du brouillage, il y a à peu près tout ce qui existe. Ok, donc effectivement, c'est pas forcément Donc comparable. ça, c'est très différent des précédents. Ok, et c'est un vrai changement pour le futur. Ok. C'est clair. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis content d'avoir eu cet échange avec toi, Yann. C'est dingue. Et encore une fois, dans les commentaires, Merci, je suis désolé, toi, je ferai pas de parti pris, je ferai pas de politique. C'est pas l'objet. J'ai juste pas envie de la faire. Donc vous irez ailleurs si vous voulez ça. Continuer les débats. Moi, je voulais avoir l'humain Yann sur le front et parler tech avec lui. C'est ce que j'ai fait. J'ai une dernière question, Yann. C'est tu rentres quand dans tout ce bazar? C'est une bonne question. On est, comment dire, quand on s'engage, que ce soit dans la Légion internationale ou dans l'armée régulière ukrainienne, on signe un contrat qui nous lie pour 6 mois à l'Ukraine. Okay. Et au bout de 6 mois, on peut décider soit de signer un nouveau contrat de 6 mois, soit de rentrer chez soi. Ok. Voilà. Après, moi, c'est mon engagement personnel, mais mon engagement, il est tant que ce sera nécessaire. Ok. Ça marche. C'est effectivement ton engagement personnel. Ça marche. Yann, je sais pas comment te remercier, à part le fait que tu verras les commentaires sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok aussi, d'encouragement, de remerciements aussi, de force qu'on peut t'envoyer. C'était super enrichissant. Je sais pas trop ce que je peux te souhaiter. Je vais pas te dire planque-toi, ne prends pas de risque, puisque tu es là-bas pour en prendre. Mais voilà, les pensées positives t'accompagnent en tout cas. C'est un grand plaisir, un grand bonheur. Yann, il est régulièrement, de temps en temps, quand il peut, effectivement, il passe dans les commentaires. Donc si vous avez des choses sympathiques à lui dire, si c'est pour lui dire des bêtises, c'est pour la peine. Vous faites comme vous voulez, vous débrouiller. Mais effectivement, c'était super enrichissant. T'as un petit truc à rajouter, hein, si tu veux dire un petit mot, Yann, sans forcément répondre à des questions, n'hésite pas si tu as des choses à dire. Non, merci beaucoup d'avoir accepté comment on appelle ça, ce duo, ouais. Pour tous ceux qui sont en France et qui veulent nous soutenir, ne négligez pas les mots de soutien. Je vous assure que c'est important pour le moral. C'est super important. Si vous en avez la capacité, n'hésitez pas aussi à faire des dons. Il y a des collectes pour des soldats français qui sont ici en Ukraine, qui soit ont été blessés, soit sont encore d'actifs. Donc si vous en avez la possibilité et que le cœur vous en dit, surtout n'hésitez pas. Et puis vraiment encore merci. Merci de cette tribune où on a pu échanger de manière
de manière constructive, Ouais. je Bah écoute, l'espère en tout cas. effectivement, Sur, on n'en a pas fait une tribune ni politique ni autre, mais on a vachement apprécié de parler tech digital avec toi là-dessus. Moi, je retiens il y a quelques mots là je pense que je vais cogiter dessus que tu as pu dire, et c'était super. Voilà, je te remercie toi d'avoir accepté de venir nous en parler, et c'est génial. On s'arrête là, les merci amis. beaucoup. Yann, merci beaucoup, beaucoup, Merci, beaucoup, et merci à à tous. très bientôt. Et tu prends soin de toi autant que tu peux. À bientôt. Et j'espère à très très vite. Merci beaucoup Yann. Oui, à bientôt. Au revoir. Bon, super les amis. Je suis vraiment content de ça. J'ai lu, hein, les amis, vos commentaires sur le fait que ouais, mais t'es pas en Palestine et du coup machin. Je vais pas répondre à ces trucs-là. Je voulais pas. Voilà, il y a des commentaires pas super sympas qui arrivent. C'est le jeu, c'est les réseaux sociaux, il y a pas de problème. Un grand merci. Et j'ai pas répondu. Me traitez pas de censeur ou autre, je fais ce que je veux, je suis sur mon live. Si j'ai pas envie de relayer des choses qui sont des bêtises ou qui sont pas des bêtises d'ailleurs, mais que j'ai pas envie d'aborder, j'aborde pas, les amis, m'en voulez pas. Moi, je suis super content. Je suis super content d'avoir pu organiser ça, enfin organiser. Vous avez compris le truc, hein. C'est Renaud déconne, hein. Parfois, on rigole sur des tas de trucs, je vous fais des jeux de mots, des imitations débiles. Parfois, on parle à quelqu'un qui est là où il se trouve. On peut pas non plus que déconner tout le temps pour ces choses-là. Et je suis ravi d'avoir un peu improvisé ça avec Yann, parce que je vous avoue que jusqu'à ce matin, on savait pas trop s'il serait là ou s'il serait pas là. C'est pas grave. C'est l'esprit Renaud Décode. Moi, j'adore le côté radio libre qu'on peut avoir et cette chance qu'on a. Vous pouvez penser ce que vous voulez en termes de politique, de géostratégie, de c'est tel camp qui machin. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est un humain qui se trouve là où il se trouve, on discute avec lui, on apprend des tas de choses. Après, on a tous des cerveaux, on les analyse comme on veut et on a tous des opinions et ça se respecte, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas aller insulter ceci ou cela parce que vous avez telle ou telle opinion. Je respecte les vôtres, vous respectez les miennes et il n'y a pas de souci, les amigos, on est tous sur la même planète, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, je suis super content d'avoir eu Yann. Il a pu répondre en plus à plein de questions. Vous l'excuserez, bien entendu, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Vous pensez bien qu'il y a des choses, c'est un peu des avantages concurrentiels. Je crois qu'on ne dit pas comme ça en termes militaires, mais des trucs qu'on ne peut pas dire. Il a pu répondre à plein de trucs. Je suis très très content. Vous avez posé vos questions aussi. Pour moi, vraiment, c'est un vrai bonheur. Voilà, de pouvoir interviewer des gens comme ça dans des situations telles. J'ai kiffé. J'espère que vous avez partagé avec moi ce petit kiff. Et je vous avoue, je ne sais pas trop comment reprendre le fil de l'émission après un truc pareil.